Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live Twitch sur la chaîne We Are Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, un épisode juste après le match de Noël pour OKC, un match de Noël qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, mais qui n'a pas trop tenu ses promesses côté OKC, on va le dire ça comme ça. Et avec moi, pour parler de ce match et un peu de la récente période. Amaury, comment ça va? Bah, écoute, ça va, on a bien mangé à Noël, on a eu des cadeaux, mais le Thunder ne nous a pas offert de cadeaux ce soir en tout cas. On va essayer en tout cas de débriefer ce match, ces 6 derniers matchs si on prend la 1re défaite contre les Spurs et avec, le plus de recul possible, même si on sort, quand même de, l'une des 2 pires défaites si on prend celle de mardi aussi. Oui, on va essayer d'analyser ça de manière objective et pas trop sous le coup de l'énervement parce que on va le dire, cette équipe-là nous a quand même un peu énervés ce soir. On va en revenir pas mal et je pense que les gens dans le chat ou même là sur Twitter, pendant le live tweet, c'était pas très c'était un peu colère, on va dire. Mais déjà, tu l'as dit, joyeux Noël à tous quand même si le Thunder n'a pas suivi, joyeux Noël à tous. Et puis, un petit rappel habituel, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute et cetera. Twitch sur lequel on est de retour, sur YouTube et et aussi bien sûr, petite annonce parce que ceux qui nous suivent depuis longtemps savent, qui dit période de Noël, fin d'année, dit Thunder Quiz. Et on sera de retour du coup en live dès lundi soir pour le Thunder Quiz, la 5e édition. Donc vous allez avoir, si vous connaissez pas, tout un peu la rédaction qui sera là, et on va se poser des questions, enfin, je vais animer et je vais leur poser des questions sur le Thunder, sur l'histoire de la franchise, sur plein de choses. Des questions assez poussées, il faudra être assez solide, mais comme tous les ans. Et ça sera l'occasion aussi pour vous de vous tester, voilà, un peu avec l'équipe. Donc voilà, n'hésitez pas à passer lundi, en tout cas, ce sera aussi disponible en replay. Mais là, on va se plonger un peu dans un truc un peu plus négatif. Voilà, puisqu'OKC est à 4 défaites en 6 matchs. Donc depuis qu'on a enregistré la dernière fois et qu'on a eu un super débat sur la dimension historique du début de saison sur le 73-9, on est 3 défaites de plus, en gros. Donc déjà, on va évacuer ce débat-là du 73-9. Il ne sera pas fait, loin de là. Donc ouais, vraiment pas la suite de saison qu'on imaginait. Et on a surtout maintenant perdu 3 fois contre les Spurs, une autre fois contre Minnesota, contre une bonne équipe, et on a gagné les 2 équipes plus faibles, hein, qui en plus n'étaient pas au complet. Donc on va parler un peu de peut-être en partie ce qui nous quand même nous rassure, mais surtout ce qui peut nous inquiéter après ces défaites-là, et notamment peut-être ce que les Spurs arrivent à faire et que les autres équipes n'arrivent pas à faire, peut-être aussi sur ces derniers matchs. Amaury déjà, que ça soit aujourd'hui ou dans la globalité comme tu veux, quel est pour toi le point un peu là qui t'a le plus titillé, j'ai envie de dire là, sur ces derniers matchs? Je vais vraiment me focus sur les Spurs pour le moment. Pas forcément le match de ce soir, mais les Spurs en général. Je pense que, c'est la défense, en fait. On a parlé dans l'épisode d'avant d'une défense all-time, d'une défense qui était potentiellement la meilleure de l'histoire. On l'a pas du tout vu, ni avant-hier, ni ce soir. On a vu une défense qui s'est fait dominer. On en parlait, physiquement du côté, agressif de cette équipe, avec beaucoup de joueurs qui étaient capables physiquement de dominer leur adversaire. C'est pas du tout le cas. On est une équipe qui a du répondant physiquement, avec Devin Vassell, Stephen Castle, De'Aaron Fox, des extérieurs, surtout les extérieurs qui répondent physiquement à l'agressivité d'un Lou Dort qui s'est fait manger par De'Aaron Fox, notamment dans le premier quart-temps, en fait, la défense dans le premier quart-temps est un peu masquée par l'attaque où on met des tirs, etc. Mais on prend 42 points en premier quart-temps et ça arrive très très peu à Oklahoma City. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème défensivement, c'est que je suis d'accord, on est une équipe qui aide beaucoup, qui a des très bonnes rotations, mais contre des joueurs qui tirent très vite, notamment Harrison Barnes, qui, moi, beaucoup mardi, ce soir aussi il l'a fait, mais beaucoup mardi, dans le 4e quart-temps, nous a sanctionné à 3 points parce que on est en retard sur les rotations. Parce que De'Aaron Fox, Devin Vassell, sur le pick and roll, ça passe son premier défenseur. Et derrière, on a l'aide du pivot, on vient surcompenser à chaque fois et on laisse énormément de tirs ouverts. Alors oui, contre plein d'équipes, des équipes plus faibles, ça va pas rentrer. Mais quand on joue contre les Spurs, qui est une équipe qui a ce soir extrêmement bien shooté, il faut le dire aussi. Je pense qu'ils ont shooté au-dessus de leur moyenne, ça c'est sûr. Mais on peut pas non plus compter sur le fait que leurs adversaires vont rater tout le temps leurs tirs. Et notamment les Spurs qui ont des très bons shooters et qui nous ont sanctionnés sur ces momentum-là. Et moi, j'ai un point qui m'a vraiment choqué défensivement, c'est mardi soir, de la 8e minute du 4e quart-temps à la 2e minute, on n'a pas fait un stop. 0 stop. On a fait un seul stop et il y a une faute d'Artenstein au rebond qui donne de lancer, donc c'est pas vraiment un stop. Et ils ont marqué sur chaque action.
et c'est scandaleux et notamment on a des actions, je suis désolé, scandaleuses où désolé Marc Daigneault, tu as des défenseurs élites, ils ne peuvent pas défendre un contre un. J'ai Cason Wallace par exemple sur Stéphane Cassel et on a début de possession, il reste 20 secondes, Lou Dort qui vient aider directement, passe à il me semble que ça doit être Harrison Barnes ou Devin Vassell, 3 points directement. Parce qu'il est ouvert et parce qu'on n'a aucune raison d'aider dans ce cas-là. Il y a plein de moments, je comprends les rotations de oui, tu veux laisser ouvert. Là, sur ce genre d'action-là, on aide beaucoup trop. Et il va falloir commencer à s'adapter parce que les équipes s'adaptent elles aussi, ils font bouger le ballon. On l'a vu les Spurs ce soir, le mouvement de balle des Spurs, il est quand même joli à voir. C'est une super équipe qui nous a bien répondu, mais c'est pas normal et c'est aussi à nous de s'adapter. Et j'ai vu zéro adaptation défensive en 3 matchs. Tu as dit beaucoup de choses, mais beaucoup de choses que j'approuve largement. C'est vrai que alors autant sur la première défaite face aux Spurs, j'étais, déçu, un peu frustré, mais offensivement, ça avait pêché et c'était compliqué. Après, tu avais l'excuse, et qui est un peu vrai, tu as eu l'excuse des secondes nuits de back-to-back où quand même, en fait, presque toutes tes défaites venaient de là, enfin venaient de là, avaient ce facteur-là. OK, là, ce soir, tu as pas d'excuse. Tu as pas d'excuse. Défensivement, moi, ce que j'ai noté, c'est, méconnaissable. Méconnaissable dans effectivement, tu perds, 90 de tes 1 contre 1. Là où tu en gagnes 90 avant, et c'est tout le monde, hein, parce qu'on t'a parlé de Caisson, de Lou Dort, mais globalement tout le monde s'est fait manger, surtout l'1 contre 1. Chet se fait manger par Barnes, Hartenstein, se fait prendre des rebonds par Connor, enfin tout le monde, Shai, il prend des backdoors. Enfin, il y a rien qui va, honnêtement, c'était méconnaissable et effectivement, il y avait, je sais pas si c'est qu'on a perdu confiance, si cette équipe des Spurs nous embête, si on a du mal, on se dit: «On va pas y arriver». Des fois, tu as de la suraide, effectivement, et tu as notamment un 3 points dans le corner là, ce soir de Barnes. C'est un moment où tu défends bien, tu as Castle qui est tout seul ligne de fond, tu as Shai qui vient aider à 1 mètre, et ben, tu libères Barnes qui tire alors que tu avais fait une bonne position défensive, et tu en as plein. Wiggins, c'est l'expert un peu aussi là-dessus. Il vient souvent aider, très tôt. Alors des fois ça marche et c'est efficient. Là, ça marche pas, donc stop. Donc on arrête de donner, des tirs à une passe, et en plus les Spurs, franchement, ne font rien d'exceptionnel, en fait. Il y a une action qui nous a embêtés sur je pense les 3 matchs, et juste, début, tu as le meneur qui a la balle d'un côté, tu as Cornet ou Wemby qui fait un écran en haut pour un flair de l'autre côté, il jette la balle par-dessus, et là déjà sur le 1 contre 1, on est perdu. Sur la pause d'écran, on est perdu. Cornet a mis 2 points juste en allant au cercle tranquille un moment. Enfin vraiment méconnaissable sur plein de trucs parce que tu subis, tu es loin, les 1 contre 1. Alors je pense que les Spurs, en vrai de vrai, sont très, très bien coachés, mais Minnesota l'avait fait un petit peu. En fait, je pense que les équipes commencent de comprendre qu'en restant au sol, en prenant soin du ballon, pas en se précipitant pour les passes, pas en allant en l'air, et cetera, et en allant souvent à l'épaule, parce que les joueurs du Thunder sont assez athlétiques, sont assez physiques. Par contre, en termes de poids, Keldon Johnson, il te détruit tout le monde, potentiellement, et tu as eu plein de paniers où ils sont restés au sol, ils ont mis l'épaule avant de reculer, même sur Chet, et cetera. Je pense que ça a été très bien coaché et analysé, et que ça leur correspond bien aussi à leur style de jeu. Mais tu avais rien de fou, quoi. Et des fois, là, même, je t'en parlais en off, début de 3e quart-temps, là, tu arrives même pas à défendre un pick and roll, alors il y a rien. Enfin, tu défends même pas, tu prends 3 alley-oops d'affilée, tu fais: «Non mais», et ouais, vraiment la défense méconnaissable dans plein de choses, dans l'attitude, dans les rotations, comme tu l'as dit, dans l'agressivité. Tu as du mal à leur faire perdre la balle. Bon, certes, ils en prennent bien soin, mais quand tu vois le début de 4e quart-temps, ben, tu fais perdre 2 ballons d'affilée, tu mets 6-0, tu te remets presque dans le match, loin de là, mais presque. Donc ouais, tu te dis: «Il y avait quand même moyen de faire mieux», mais tu as perdu un petit truc là, depuis quelques matchs qui n'est plus présent. Contre les Minnesota, c'est un peu différent parce que je trouve que tu défendais quand même bien mieux que là. Mais là, contre les Spurs, tu as vraiment eu du mal, sur cet aspect-là. Et puis après, on reparlera de l'attaque, mais sachant que tu provoques plus de turnover, bah, offensivement, c'est très compliqué. On l'a dit ça dans le dernier épisode, même en disant que c'était statistiquement bien sur demi-terrain, sur plein de choses. Quand tu as pas de rythme et que tu cours pas, c'est trop compliqué. J'en reparlerai, moi, le fait que personne ne court ou presque, sauf que quand tu gagnes la balle vraiment, haut dans le terrain, ça m'embête beaucoup. Donc ouais, défensivement, j'ai vraiment, ouais, j'ai pas compris, je comprends pas comment tu peux passer de ce qu'on a vu sur, 27 matchs à ça. Alors certes, les Spurs sont très athlétiques, leurs guards sont athlétiques, ça c'est tu as personne qui a des guards comme ça, mais quand même, enfin quand même, je pense que tu es en mesure de faire mieux que ça, quoi.
Ouais, moi, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais appuyer que tu as mentionné. Bah, Keldon Johnson déjà, c'est un peu le même profil que les Aaron Gordon et les PJ Washington dont on parlait, l'année dernière et l'année d'avant. Des alliés très un peu grands, lourds surtout, enfin athlétiques dans le sens, ils sont gros quoi et puis bully nos ailiers, qui sont pas forcément des joueurs, comme tu l'as dit, très très lourds en termes de poids, mais qui sont plus des joueurs qui vont venir gratter dans les mains et cetera. Donc forcément, on se fait bully à ce niveau-là et hem et 2e chose, bah, il faut le dire, les Spurs sont très bien coachés. Tu l'as dit, mais vraiment, moi, j'aimerais appuyer parce que ce soir, c'était une démonstration de la part de Mitch Johnson, où j'ai vu une équipe d'un côté qui, en fait, s'est adaptée à son adversaire. C'est-à-dire quand OKC avait Hartenstein ou Chet sur le terrain, bah, on exploitait ça du côté des Spurs. On allait attaquer le cercle, on faisait des kick-out, et cetera. Parce que malgré tout, Chet est quand même un protecteur du cercle décent, même s'il n'a pas fait un très bon match ce soir. Mais notamment, quand il était plus sur le terrain, bam, on attaquait le cercle, ça allait marquer Dylan Harper, Stephen Castle, Devin Vassell. Ils se sont amusés dès que Chet était plus sur le terrain. Et deuxièmement, Shai s'est fait quand même bien Mmh. sanctionner ce soir défensivement. Et encore une fois, je trouve que c'est bien coaché. C'est-à-dire que c'est les bons joueurs qui attaquent les bons joueurs de San Antonio qui attaquent les bons défenseurs. Et Shai s'est fait cibler 2-3 actions. Il a fait des fautes bêtes, enfin des fautes où il était passé tout simplement. Il fait faute. Ou même il s'est fait avoir sur des 1 contre 1. Il me semble que c'est Dylan Harper sur une action, sur une sorte de semi-transition qui vient attaquer Shai directement. Parce que ça pour moi, c'est ciblé en fait. Il le sait. Et il me semble aussi, pareil, la première faute de Shai, je crois que c'est pareil, on le cible et il fait une faute un peu parce qu'il est en retard. Et de l'autre côté, on l'a dit, oui, Aaron Wiggins vient aider, et cetera. Contre les autres équipes, ça rentre pas, et cetera. Enfin, quand ça kick out, ça rentre pas. Je trouve aussi que les Spurs ont mis les bons joueurs aux bons endroits. C'est-à-dire que les joueurs du Mmh. demi, enfin, qui sont dans le corner, sont les joueurs qui doivent être dans le corner et qui sont les meilleurs shooters. Parce que moi, à un moment du match, je me suis dit, mais oui, mais je suis OK d'aider, je suis OK de laisser les 3 ouverts, mais je préfère que ce soit Dylan Harper qui les prenne, Stephen Castle qui les Ah prenne, bah oui. que Harrison Barnes et que je sais plus, bon, bref, d'autres joueurs qui sont meilleurs à 3 points tout simplement. Et en fait, j'ai regardé le plan de jeu des Spurs et je me suis dit, mais en fait, les Spurs jouent de manière à ce que le joueur qui aide est le joueur qui défend Harrison Barnes, par exemple. Et j'ai trouvé ça très intéressant de la part de Mitch Johnson qui, bah, on l'a dit, rien d'exceptionnel. Les Spurs n'ont rien fait d'extraordinaire ce soir, Mmh. même si franchement, il y a quand même du shot making à mi-distance qui a été, bon, de la part de Fox, etc., qui a été très bon. Mais rien d'extraordinaire, mais juste les bons joueurs aux bons endroits, les bons ajustements, les bonnes line-up face à nos bonnes line-up, bah, ça fait il y a pas match ce soir. Il y a tout simplement pas match. Bah, ouais, il y a des trucs par rapport à ça, c'est déjà, ben, tu mets les bons joueurs aux bons endroits effectivement et les Spurs ont été adroits, je pense, sur les 3 matchs globalement, là où ils n'ont pas toujours été. Enfin voilà, il y a notamment Keldon Johnson, hein, sur le match du début de semaine là. C'est le match de sa saison, hein, concrètement, sur à 3 points. Mais je trouve aussi que ça peut venir du fait que, dès le début, tu concèdes ces tirs-là et tu les mets un peu en confiance, en fait, ces joueurs-là. Stephen Castle, tu peux normalement un peu plus le laisser tirer à 3 points, mais si tu le mets en confiance dès le début qu'il prend du rythme, bah, il va commencer de les mettre et cetera. De'Aaron Fox, c'est pareil. De'Aaron Fox, tu le laisses avoir ses tirs à mi-distance, ses drives comme il veut, là, faire un petit step back et cetera. Ah bah, c'est sûr qu'après il va être chiant à défendre parce qu'il va être chaud, il va être, donc ouais, je trouve que vraiment déjà dans cette attitude-là, tu pas été agresseur comme tu peux l'être d'habitude et j'ai cru au début du match de Noël parce qu'offensivement, tu as commencé très fort. Défensivement, je me suis dit: «Bon, ça va augmenter de niveau un moment et on verra si l'attaque suit», mais même pas, même pas et puis après, tu vois, du coup, je pense qu'OKC aussi a fait un peu, ce que tu as dit sur les Spurs de mettre les bons joueurs au bon endroit, dans le sens où, bah, quand tu as Alex Caruso qui est mis dans le corner et que c'est Wemby qui défend sur lui, en soi, il y a une raison à ça. C'est parce que tu veux sortir Wemby de la raquette et ça a marché 2-3 fois. Sauf qu'Alex Caruso, il a tiré à 2 sur 12 et 2 0 sur sur 8 à un moment. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, Wemby, il a dit: «Bah, moi, je reste là, je vais pas m'embêter à sortir, laissez-le tirer». Voilà et ça change beaucoup de choses que quand tu as Harrison Barnes qui te score dessus depuis le début de cette mini-série, j'ai envie de dire, contre les Spurs. Donc ça, ouais, je trouve que dès le début, tu les as laissés, en fait, poser leur plan de jeu, faire ce qu'ils voulaient et cetera. Wemby a pas eu forcément à forcer beaucoup de choses. Il a mis les tirs qu'il fallait au bon moment. D'ailleurs, je trouve que l'utilisation de Wemby, en mode, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, c'est assez intéressant pour lui. Parce que du coup, il se fatigue moins, il est plus efficace dès que je pense que ça sera peut-être plus exploité pour eux. Mais ouais, globalement, quand même une belle déception défensive. Que tu perdes, d'un match serré parce que tu mets pas dedans, parce que tu as du mal, mais aussi tu es dans le match parce que tu défends. Ça, je peux l'entendre avec cette équipe-là. Que tu perdes là autant parce que tu ne défends pas,
Ouais, c'est compliqué et dans le chat, là, ça a parlé un petit peu des attitudes. C'est vrai que moi, il y a un moment, les attitudes, dans le troisième quart, là, tu commences à faire des fautes de frustration. Tu vois que les gars se regardent un peu dans le blanc des yeux, ben, ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Le pick and roll, personne le défend, comment on fait? Des trucs qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir et qui ouais, ces trucs-là, en playoff l'année dernière, tu l'as pas vécu et en fait, tu l'as pas vécu depuis très longtemps et d'ailleurs, j'avais fait ma take, on perd pas 2 matchs d'affilée de la saison, bah, c'est vite réglé, en fait, c'est déjà fait. Mais ouais, on nous le redit, le body language, il était pas bon. Tu sens que tu avais un peu de doute et tu vois, même dans l'aspect mental, alors, pas sur le match de NBA Cup, mais sur les 2 autres, j'avais l'impression que c'était nous qui avions à prouver qu'on était meilleurs que les Spurs et que, c'était presque eux «les champions en titre» entre guillemets, qui arrivaient avec la confiance à nous, de nous montrer capables de rivaliser et cetera. Alors que tu avais aucune pression, c'était pas du tout le cas en soi. Enfin, tu vois, j'ai pas senti, cet aspect agresseur vraiment. On n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait, quoi. Ouais, je suis assez d'accord sur ce point-là et notamment moi je le relevais pendant la NBA Cup de le côté, oui, on panique pas, je me suis dit: «On est à -8 à un moment, on panique jamais, cette équipe elle revient toujours dans le match, on est Mmh. à -2» et cetera. C'est pour ça que le match de la NBA Cup est quand même très différent des 2 matchs qu'on a vécu, en 3 jours là, où, dans ce côté où j'ai reconnu mon Oklahoma City qui met pas ses tirs, qui bon, on a subi un peu plus que d'habitude, c'est vrai, puisqu'on a perdu le match, mais il y avait pas rien d'alarmant quoi. Même Minnesota d'ailleurs, même Minnesota pareil, il y a des moments où on est un peu en difficulté, on panique pas. Mais là complètement. Là, le body language, à un moment, on en est à -15, mais le match il est mort. Les joueurs sont morts, le match il est Ouais. mort. Il y a rien. Qu'est-ce qu'on fait? On balance à 3 points. Voilà, je crois que c'est le 4e quart-temps. On a littéralement balance à 3 points. Lou Dort qui envoie son airball Ouais. horrible. Mais c'est quoi ce tir, quoi? Shea qui envoie des step back à 3 points. J'ai l'impression de revenir en 2022 quand il voulait tout le temps tirer à 3 points. Caruso, bon, Caruso n'a pas trop arrosé. Il a arrosé en première mi-temps surtout, il était ouvert. Bah, C'est à la limite fin de match, pourquoi c'est pas. presque le meilleur parce qu'il Oui, sanctionne je fais des tirs. il y a cornet sur lui, il le sanctionne sur drive, il prend des bons Ouais, tirs et il en met 1 ou 2. et même Il aurait défensivement. joué tout le match comme ça, c'était pas pareil, franchement. Ah oui, clairement. Mais juste Caruso, il met 2-3 tirs. Déjà, Victor, il sort de la raquette. On a peut-être un peu plus Mmh. de panier dans la raquette. Mais voilà. Et d'ailleurs, Caruso, dans le 4e quart-temps, ça m'a marqué. Il a la balle en main et Victor est déjà dans la raquette. À un moment, il remonte la Ouais. balle et Victor l'attend dans la raquette. Et je me suis dit, mais purée, on joue en 4 contre 5 quoi, en attaque, honnêtement. Voilà. Et on a le même problème avec Lou Dort, d'ailleurs, puisqu'il faisait pareil les Spurs. C'est aussi la différence entre ces équipes. On n'a pas trop parlé de l'attaque, mais c'est que d'un côté, nous, on aide énormément, sauf qu'on aide, eux, ils ont 5 mecs qui peuvent tirer et qui avaient, des pourcentages décents ce soir. Même si finalement, ils prennent pas beaucoup de 3 points. Les Spurs, je crois qu'ils en shootent 27, ils shootent 29 3 points et on en shoot 44. On en shoot 15 de plus, on en met autant qu'eux. C'est dire le niveau de pourcentage. Ils sont pas si adroits à 3 points que ça. Ça fait 35 à peu près, mais juste qu'eux, bah, ils ont eu ce spacing-là. Le 3 points, c'est pas uniquement les mettre dedans, c'est créer de l'espace pour aller driver. Et c'est exactement ce que les Spurs ont eu et ce qu'on n'a pas eu. En fait, donc au bout d'un moment, tu peux pas exister en étant à 25 à 3 points et en ne dépendant que de ça, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il y avait plus rien. Il y avait plus de drive, il y avait plus de cut, il y avait plus de pick and roll, je voyais plus rien offensivement en attaque à partir de la moitié du 3e quart-temps et notamment, on parlait de Caruso dans le corner. Bah, je sais pas, essaye de cut, va attaquer le cercle. Victor, il est vraiment attiré par Shea, il change de côté. Au lieu d'attendre à 3 points où tu as 0 sur 7, rapproche-toi. Même prends-moi un mid-range. Prends-moi un mid-range, remets-toi en confiance. Après, tu Mmh. recules et tu vas à 3 points. Au final, il l'a mis. Donc ça va. Mais c'est ça, je veux voir des ajustements. Et j'ai l'impression qu'on a joué le même match offensivement, le même plan de jeu sur 48 minutes. Et notamment, moi, où les trucs qui m'ont vraiment dérangé, je sais pas si les joueurs ou si le coach, les after timeout, les ATO, mais c'est catastrophique. C'est quoi ces ATO là où il n'y a rien, où il y a des ISO en ATO. Le seul ATO qui était bien, c'est quand il nous restait une seconde là et qu'on met le 3 points. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien qui a changé. Pourquoi tu prends ton mort si au moins l'action d'après, propose-moi quelque chose, même si ça rentre pas. J'ai rien vu de tout ça. Et ouais, honnêtement, offensivement, c'est vraiment désolant ce qu'on a vu ce soir. Et ce qu'on a vu aussi d'ailleurs mardi, même si le 4e quart-temps, on a mis des tirs. Enfin, Shea était exceptionnel, donc on a mis des tirs. Tu vois, je sais pas si je suis aussi dur avec toi, ce soir, offensivement. Alors, pour moi, le gros problème ce soir, c'est que tu mets rien dedans. Tu regardes la fin de match, Cason Wallace, il a encore, 3 tirs à 3 points ouverts dans le corner tout seul. Il les loupe. Caruso, il en loupe 8 en première mi-temps. Tu vois, je trouve que dans la création de tirs, tu as été un peu meilleur qu'au match de mardi où c'était cataclysmique. Et que tu as eu des tirs ouverts qui ne sont pas rentrés. Tu vois, même Kenrich en a eu, il en a mis 1 ou 2. Et même, je suis d'accord avec toi sur les après temps morts, mais il y en a un qui m'a marqué où, bah, il y a une fois où après un temps mort, tu remontes la balle, tu as Hartenstein qui a la balle au milieu, tu as des actions d'un côté avec 2 écrans, tu as de l'autre action avec J-Dub, il fait un main à main, puis pick and roll, alley-oop, tu vois?
Donc tu vois, ça m'a plu et d'ailleurs même Hartenstein, on l'a un peu plus vu que les matchs précédents. Alors des fois un peu trop ou parce qu'en fait, il prenait des flotteurs parce que personne tirait à côté. Mais au moins, tu l'as un peu plus impliqué offensivement et le début de match, il est très bon. Donc tu vois, offensivement, là, ce qui m'a vraiment embêté, c'est oui, tu mets pas de tir et après encore une fois et ça, c'est depuis plusieurs matchs, on court plus du tout. Mais on en avait parlé, dans le dernier épisode, tu ne cours jamais. C'est-à-dire que soit tu gagnes la balle, en dehors des 3 points et cetera et ça tombe sur un joueur qui a envie d'aller au cercle et qui est capable de dribbler, c'est-à-dire Jalen Williams et Shea à peu près. Wiggins, on le voit beaucoup moins, donc je peux pas le mettre dedans. Mitchell pourrait l'être, mais il était pas là. Soit tu prends un rebond, ça met 10 ans à remonter la balle, ça ne court pas. Il y a eu des actions de transition des Spurs, là, c'était rebond def ou même panier et ça courait dans l'autre sens et ça sanctionnait en jouant un peu la carotte et tu prenais des paniers comme ça. Là, si tu n'as rien, tu n'as rien. Tu n'as pas de transition. Bah, le seul moment où tu en as eu, c'est en 4e quart-temps. Bah, tu remontes parce que tu as gagné des ballons, quoi. Là, tu n'as presque aucune transition. Alors, les Spurs ont perdu peu de ballons, mais tu vois, oui, souvent, ils demandent la balle pour faire vite la remise en jeu, mais en soi, OK, mais si tu cours pas derrière et si tu essaies pas de faire avancer la balle vite dans le terrain, ça t'amène à rien. Donc, ça m'a assez frustré, ouais. Après, tu vois, même offensivement, le début de match, alors, on met tout, on est suradroit, mais tu vois déjà, je me suis dit: «Attends, il y a quelque chose qui se met en place, c'est que, eh ben, ils défendaient Shea très haut, J-Dub très haut, on fait des écrans très hauts, du coup, avec Hartenstein et Chet et des vrais écrans». Voilà, regardez la première minute là, les écrans, il y a déjà, je pense, 3 fautes offensives potentiellement s'ils ont envie. Mais en tout cas, il y a un vrai impact sur le joueur et bizarrement, bah, J-Dub, il a un pull-up à 3 points, un pull-up à mi-distance. Shea a un tir, il y a un alley-oop, il y a Chet enfin, il y a plein de trucs, quoi et je me suis dit: «Ah, OK, on s'adapte». Comme on avait fait un peu contre Indiana l'année dernière qui défendait très haut, on était venu plus haut faire les écrans, je me suis dit: «On s'adapte». En fait, après les Spurs ont arrêté un peu de faire ça. Ils sont un peu plus mis en mode conservateur avec leurs grands et cetera, ont plus laissé les shooters un peu tout seuls et ça a suffi. Donc ouais, offensivement, au final, tu pas d'alternative. Tu as encore Shea, qui quand il est là, est impliqué parce qu'il y a des moments où il ne touche pas la balle. Ça, je ne comprends pas. Mais quand il touche la balle, bah, il porte l'attaque tout seul et sinon il se passe pas grand-chose et tu des actions effectivement où il n'est pas impliqué. Ça m'embête. Donc ouais, il y a pas grand-chose en fait. Il y a pas et les Spurs n'ont pas 10 000 autres choses de plus. C'est juste que par contre, ben, tu as, tous leurs guards qui sont capables de créer, Wemby qui est au milieu, qui peut créer, Kornet qui se place toujours très bien, qui peut marquer, Harrison Barnes qui fait ce qu'il a à faire, qui peut attaquer un close-out. Enfin, sont beaucoup mieux sur ces matchs-là, tous leurs joueurs étaient beaucoup mieux exploités comme tu l'as dit et bah, ça fait la différence, hein. Ouais, au-delà de ça, on n'a pas trop parlé des joueurs et du personnel. C'est pas tant les Ouais. joueurs que je vais attaquer, c'est vraiment le personnel, ce qui est capable de faire le personnel. Les Spurs, ils ont 3, 4, 5 créateurs avec la balle. Des porteurs de balles qui peuvent vraiment créer pour eux-mêmes ou créer pour les autres. Oklahoma City, on en a combien? On a Shea, on a J-Dub, Ouais. on a AJ Mitchell qui est blessé. Alors que ça, tu sais que c'était le grand truc à la draft et dans la construction de l'équipe. C'était des Mmh, joueurs capables de passer, dribbler, machin. Caruso, et tu l'impression, enfin, de base, c'est un meneur de jeu. Là, tu ouais, l'impression c'est devenu, je sais pas, un exact. pivot, un free and chip, c'est trop bizarre. Caruso, il ne crée rien. Chet, désolé, mais Chet, Ouais. il fait un bon début de match, mais encore une fois, il disparaît, il crée Et rien. puis, Chet, c'est drôle parce que il fait bon début de match, il disparaît. Après, c'est début de 3e où tu lui donnes tous les ballons. Plus ou moins bien parce qu'il met Mmh, 1 ou 2 drives, il met des ouais, points, mais tu le sers jamais sauf là, tu lui donnes 3 actions d'affilée et et après tu d'après. arrêtes. Tu fais: «Mais, Ouais. c'est bizarre, c'est trop bizarre». Mmh, clairement. Il y a aucune continuité dans l'attaque, Mmh. dans nos attaques et en fait, c'est ça, on fonctionne avec des je sais pas, c'est des sortes de schémas de timing quoi. Au bout de 3 minutes, on va faire ça, 3 autres minutes, on va faire ça. Notamment, bah, Shea, il y a 3 minutes, il touche pas le ballon et puis 3 minutes après, il va Ouais, jouer que des ISO. On a que des ISO, il y a ouais, plus un mouvement. ouais. Ensuite, il y a des attaques, je sais pas pourquoi on se décide pendant 3 minutes dans le 4e quart-temps de balancer à 3 points parce qu'on est à -15 et qu'il reste 6 minutes, alors qu'avant on essayait de jouer un peu plus vite avec, bon défensivement ça aide aussi en créant des transitions. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est des séquences quoi. Voilà, des séquences de 3 minutes où tu as ça et après derrière tu n'as plus rien et il y a pas de continuité, d'alternance dans ce que tu vas faire. Donc forcément, c'est encore plus facile à lire pour la défense et juste pour revenir sur le personnel, donc en fait, tu as pas de créateurs pour eux-mêmes. Justement, je suis d'accord, on est dans une NBA aujourd'hui où tu as besoin d'avoir des joueurs qui créent pour eux-mêmes parce que les défenses sont quand même plus athlétiques, plus physiques, notamment dans des matchs compliqués comme ça. Tu peux pas ne dépendre que d'un tir à 3 points, et cetera, notamment si ça rentre pas. Tu as besoin d'avoir autre chose, d'avoir de l'alternance, du mid-range, de pouvoir créer des fautes sur le drive, et cetera. Et on n'a rien. On n'a pas les joueurs. Aaron Wiggins, il est nulle part.
encore une fois ce soir, et depuis son retour de blessure, il est nulle On part. ne Ça revoit pas, ouais. C'est c'est rideau, hein, ouais. c'est Mmh ça. mh. Alors que c'est censé au moins être un minimum un ball handler ou un créateur pour lui-même. On l'a vu en finale contre Indiana à domicile, au moins à domicile, il faisait des choses, il envoyait des 20 points, il mettait des 3, il y a rien. Là, il y a rien ce soir, Mmh. et on va en revenir, hein, oui, Jay Mitchell nous manque cruellement, mais si c'est ça nos excuses quand on perd contre les Spurs, de dire que Jay Mitchell, qui ne jouait même pas en play-off l'année dernière, nous manque cruellement, même Oui, si c'est vrai, j'excuse. c'est affligeant, Puis tu as affligeant. perdu avec lui aussi, hein, c'est un Exactement. donc pas non En plus, plus, mais Jay Mitchell, il est pas là mardi, enfin, tu perds un match où tu es quand même moins en difficulté. Même si tu l'es mmh, offensivement, il est pas là mardi non plus, tu mmh, vois? Les 2 matchs où tu es vraiment en difficulté, il existe pas, et les Wolves, il me semble qu'il est là et qu'il fait un très, très bon 4e quart-temps. mmh. D'ailleurs où il met des paniers importants, et c'est lui qui nous fait un peu résister avec Shai, moi qui donne du repos à Shai, en fait, Et des aussi, paniers archi compliqués, hein, parce que ouais, le nombre de tirs le compliqués flotteur là, que oh le flotteur qu'il ouais, met là à mais 3 minutes en de la fait, fin. tu as soit en gros à OKC, soit tu prends des tirs à 3 points ouverts parce que tu n'es pas défendu, soit tu Mmh, prends des tirs archi compliqués parce que tu es un des créateurs, c'est-à-dire J-Dub, Shai et Mitchell qui prennent que des tirs compliqués. On pourra parler de J-Dub après, mais c'est que des tirs compliqués. Et je trouve en fait que le système d'OKC, que ça soit, on en a parlé défensivement, mais offensivement c'est pareil, il fonctionne si tu domines physiquement. Là, en gros, ton système où tu drives, machin et tout, bah, si tu te fais défoncer physiquement, en fait, tu mets pas un pied dans la raquette. Et surtout quand tu as Wemby en face. Et c'est ce qui est arrivé sur pas mal bah, là, sur les matchs perdus. Tu n'arrives pas à aller dans la raquette, à prendre un tir sur le pivot adverse, à provoquer des fautes, à faire un drive and kick parce que tu n'arrives pas à mettre un pied dans la raquette. Et tu en avais parlé sur le premier match qu'on avait perdu, tu avais dit bah, j'aurais bien aimé qu'on attaque plus Wemby. Juste impression là des fois, mais les 3 quarts du temps, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à faire un décalage avec ton joueur. Et tu vois, il y a des actions où offensivement ça bouge, la balle, elle transfère, etc. Mais en fait, tu drives, mais genre limite en travers, parce que tu n'arrives pas à passer le joueur. Et J-Dub est mmh. un expert un peu là-dessus, tu drives de côté comme ça, donc tu fais des tours et des détours comme ça. Et en fait, c'est très stérile, c'est très stérile. C'est pour ça que Shai est aussi fort dans ce contexte-là, c'est parce que lui, il arrive toujours à avancer et à se créer son tir. Et enfin, essayer de voir un tir simple que Shai a mis récemment à mi-distance, enfin, c'est super rare, quoi. Donc Ouais, ça m'embête un peu, où on a vraiment du mal à se créer des bons tirs au-delà des 3 points ouverts qu'on laisse, au-delà enfin ouais, de quelques alley-oop. C'est rare, quoi, c'est super rare et limite, tu es surpris quand tu as un tir aussi ouvert. Ah bah ouais, J-Dub, en fait, il peut dunker sur des joueurs. Ah, en fait, il peut mettre un petit layup, enfin, tu es surpris de ça, tu vois? Et ça, je trouve ça, ouais, vraiment perturbant et je trouve que ça s'est senti fois 1000 face aux Spurs où, bah, tous tes guards déjà, physiquement, ils se sont fait ouvrir. Tu n'arrivais pas à passer, tu n'arrivais à rien faire et après à l'intérieur, bah, ouais, OK, ils vont jouer le rebond off, Hartenstein, il va pousser mais tu peux pas baser une attaque sur ça, quoi. bah, surtout contre Wemby. Tu peux pas baser une Ouais. attaque sur le move quand tu as un mec de 2,25 m en face, et ouais, pour revenir à Wemby, moi je suis choqué que même quand Wemby n'était pas sur le terrain et que c'était Luke Kornet le protecteur de cercle, on n'a pas eu de panier facile non plus, hein. C'est Non. pas, Wemby a été très fort, mais Wemby il a joué quoi? 25 minutes encore ce soir? Et j'ai pas vu, je me suis pas dit: «Ah tiens, Wemby est sur le terrain, mince et Encore je tout». te Si. il est très Ouais, fort mais il a encore, il est pas à 100. Il y clairement. a vraiment un step en plus par rapport à ce qu'il faisait avant, hein, franchement. Clairement, mais clairement, son début de saison, il est 1000 fois Donc plus fort que là. mmh. Là, je l'ai pas trouvé, même offensivement, il a forcé quelques tirs, Mmh bon, il mh. est tellement fort qu'il en a mis des compliqués, notamment un 3 là, il se fait tellement mal dans le 4e, son 3 points là directement, en Ouais. semi-transition encore une fois. Mais oui, et donc j'ai vraiment un problème avec le fait que tu puisses pas attaquer Luke Kornet, une raquette Luke Kornet, Keldon Johnson. Désolé, mais c'est pas reconnu défensivement, même si c'est pas des peintres. Tu dois pouvoir attaquer, au moins avoir 1 ou 2 paniers faciles sur des cuts. Je reviens à mes cuts, je suis désolé, mais moi je les vois plus mes cuts. On était là, on parlait de short corner, oui super, on a un joueur dans le short corner, on lui envoie un lob et tout. On a eu quoi? On a eu un lob en début de match? Je sais pas si, si on a eu le lob où il y a On faute a sur eu un au milieu Hartenstein. du match là pour J-Dub pour Hartenstein. Oui, c'est vrai, un au Non, milieu puis du puis match. puis même, à la fin, Joe met un 3 points là, après un dribble end off avec Hartenstein qui fait Mmh, passer la balle entre les jambes. J'avais une larmichette. J'étais: «Oh, on sait ouais, encore faire ça, ça existe». exactement. D'ailleurs, Ouais. Joe est encore, enfin, on en avait parlé la dernière fois, mais offensivement, en fait, tant que Wiggins est à ce niveau-là, que tu pas, enfin, surtout si tu pas Mitchell, Mmh, il est vital. Enfin, parce ouais, que lui, tu peux pas le laisser tout seul. Même s'il est à 0/5, tu le laisses pas tout seul parce qu'il peut bah, t'en mettre 5 d'affilée derrière il prend et pas ça beaucoup de devient, temps. enfin, ouais,
Ouais, non, mais Joe, il en prend 2 ce soir. D'ailleurs, Joe, je l'ai pas enfin, offensivement, il était où, quoi? Parce que pas dans le sens je pense que c'est plus de la faute du collectif que de lui. Pourquoi c'est pas Joe qui est dans les corners à chaque fois sur les renversements? Je comprends que, la défense le surveille un peu plus, mais il y a certains renversements où notamment quand tu double shift et que tu joues en 4 contre 3, bah, tu dois trouver Isaiah Joe. Mmh. Tu peux essayer des En plus, staggers Joe, tranquillement. alors pour coup, aujourd'hui, il y a 2 actions qui me reviennent où il a attaqué 2 fois le close-out. Il y a une fois, Mmh. il fait une passe d'ess à Kenrich là, en début de Exactement. match où que je m'y attendais pas, celle-là, ou c'était le match d'avant, je sais plus si j'ai regardé juste avant donc mais il fait une super passe à Kenrich. Il y a un autre où il met un petit tir à mi-distance parce que justement ça sort fort sur lui, il recule. Enfin, tu vois, lui est capable de faire des trucs, quoi. Et en plus, alors pour le coup, on a beaucoup tiré sur lui. Lou Dort est pas si scandaleux que ça sur les 2 derniers matchs, hein. Non. Loin de là. Parce Ah qu'il non. a retrouvé de l'adresse, il met même à mi-distance aujourd'hui, il a fait moins de fautes bêtes et cetera. Enfin franchement, on a retrouvé un peu on en reparlera un peu de Lou Dort. Mais après, Caisson, c'est la descente aux enfers. Wiggins, Exactement. il est hors rotation. C'est Ouais. compliqué, c'est très compliqué. En fait, le problème de Lou Dort, c'est qu'il a touché, Cason Wallace et qu'ils ont échangé leur rôle, du coup, Ouais, du coup, ils ont Cason Wallace rééchangé leurs talents et puis voilà, ouais, non, carrément. exactement. Mais oui et quant à ce personnel-là et on n'a pas parlé encore de Jalen Williams. Désolé Jalen Williams, c'est pas possible. C'est pas possible. Depuis son retour, il rate beaucoup trop déjà, il prend que des tirs compliqués, ça je suis complètement d'accord. Mais c'est un peu aussi de sa faute parce que je préfère Jalen Williams. Va attaquer le cercle, va provoquer des fautes comme tu sais le faire. Vas-y à fond. Arrête de t'arrêter à mi-distance, faire le petit bump à lâcher et cetera. Tu n'es pas à 55 à mi-distance, Jalen Williams. Tu l'étais en deuxième Mmh. année, quand tu étais très chaud, tu ne l'es plus. Tu n'es plus assez efficace pour te permettre de pouvoir bump et juste alors que des fois, franchement, désolé, il fait la différence, hein, Jalen Williams. Il a passé un peu l'épaule, et cetera, mais il préfère aller taper son épaule, prendre son petit mid-range là dans le coude de raquette plutôt que d'aller attaquer le cercle. Et les peu de fois où il l'a fait, bah, il n'a pas été efficace ce soir. Désolé, la contre-attaque quand on est à -9, il doit mieux la jouer. Il peut pas rater ça. C'est trop peu de ballons perdus des Spurs où tu dois concrétiser ces occasions-là. Il le fait pas. Et c'est pas possible parce qu'un Jalen Williams à ce niveau-là, on l'a dit et répété, et bah, c'est un Oklahoma City qui va avoir énormément de mal offensivement. Et Mmh. ça me rappelle la série contre les Nuggets où Jalen Williams est nulle part, offensivement on est nulle part. Tout simplement parce que quand Shai ne crée pas, quand Shai ne peut pas se reposer, cette attaque dépend uniquement de ses créateurs qui sont aujourd'hui chez Jalen Williams. Et aussi, deuxième point, AJ Mitchell est blessé actuellement, mais j'ai un gros problème avec le fait que Jalen Williams vole autant de ballons à AJ Mitchell, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace que lui cette saison. Si t'es pas en confiance, si t'es pas en réussite, c'est pas grave, ça va venir, ton moment va venir, et cetera. Laisse AJ Mitchell créer, laisse AJ Mitchell dans la seconde unit, deuxième quart-temps, créer plus. Toi, joue les possessions qui vont venir, joue quand le décalage a déjà été fait par AJ Mitchell qui est excellent, et on va peut-être avoir plus de matchs. Après, le débat, c'est plutôt est-ce que c'est mieux de faire, enfin, de laisser Jalen Williams dans ce rôle parce qu'il l'aura certainement en playoff, et donc voilà, voir plus une vision long terme dans le sens où on va laisser les ballons à Jalen Williams, il va revenir plus vite, il va être efficace plus vite et donc en playoff, ce sera bénéfique. Ou est-ce qu'on voit la vision, je ne sais pas si c'est la vision court terme ou si ça peut être bénéfique dans les deux, et Jamie Mitchell doit garder son usage qu'il avait avant ou du moins doit moins baisser et laisser Jalen Williams revenir progressivement. Ça, on l'avait dit, hein, depuis le début que dès que, Jalen allait revenir, notamment avec on va dire l'upgrade de DJ Mitchell, ça allait casser quelque chose. Enfin, on espérait que non, mais la répartition allait être compliquée et effectivement, c'est le cas. En fait, ce qui m'embête, c'est effectivement des fois certains tirs qu'il prend. Ça m'embête pas qu'il prenne certains mi-distances parce que ça fait quand même partie de son jeu et effectivement, ça, tu en auras besoin. Maintenant, c'est dans quelle, envie ou dans quelle dimension tu les prends. Comme tu dis, si tu arrives à créer un décalage, que tu as le panier ouvert et qu'en fait tu recules pour prendre la mi-distance, ça m'embête. Si tu vas direct vraiment pour jouer ton mi-distance aussi, ça m'embête un peu. Il faut vraiment que ça soit que je prends le pic, OK, il drop et tout, je peux avancer, OK, je tire dessus et ça, il est efficace, tu vois? Mais c'est vraiment des fois, il en prend, ils sont archi compliqués, ils sont pas bons et alors que pour le coup, comme tu l'as dit, je trouve même que dès maintenant, off ball, il est beaucoup plus efficace et bien meilleur. Il a mis des 3 points, en venant de passe de Shai, par exemple, il y a eu des choses comme ça. Quand il est tourné vers la passe aussi, il a fait deux trois très bons passages. Alors c'est inconstant, ça se voit qu'il revient de blessure. Il y a presque un airball au lancer franc. À un moment, tu sens que le poignet, il a pas tourné comme il fallait sur celui-là, je crois. Il y a eu un truc bizarre, enfin, Il est oui, violent oui, il y celui-là. a des trucs, il y a des excuses. Maintenant, en fait, c'est dans comment je me réintègre dans le truc. Alors contre les équipes faciles, oui, ouais, vas-y, c'est trop enfin, en fait, ça déroule. Tu sais que tu as des espaces, tu domines ton vis-à-vis. Mais quand ton vis-à-vis, tu le domines pas et encore,
Tu vois, contre les Spurs, lui, typiquement, il devrait dominer, hein, parce que c'est un guard potentiellement sur lui et il le fait pas. La contre-attaque que tu parles, à un moment, il y en a une qui, juste avant, il la joue pas forcément. Il s'arrête, il se retourne, il Ouais, rejoue et c'est Fox sur lui. Tu dis normalement, du milieu de terrain jusqu'au panier, Jalen Williams qui attaque sur Fox, il se passe quelque chose, tu vois? Genre, je suis il va totalement le d'accord. mais ouais, encore une fois, je sais pas si c'est le handle, il y en a beaucoup qui en parlent, si c'est de l'agressivité pure, parce que ça, il l'avait développé en fin de playoff l'année dernière et ça allait mieux. Je sais pas ce qui manque, mais là, pour l'instant, on n'est pas sur un bon Jalen Williams, quoi. C'est pas, encore une fois, il y a des circonstances atténuantes, le retour, retrouver un rôle important, etc. Mais tu es en droit quand même d'attendre un peu plus, au moins dans pas mal de choses, parce que même dans le clutch, parce que on parle de défaite, etc., mais tu perds dans le clutch, mardi, entre guillemets. Jalen Williams prend des mauvais tirs. Lou Dort aussi fait des fautes pourries au rebond. Tu vois, tu as des trucs. Normalement, tu plus censé faire ça. Et J-Dub est un peu encore dans. Ouais, il y a encore trop de scories un peu qui peut supprimer, quoi. Et déjà, tu gagnerais bien en efficacité. Ouais, moi ce qui m'inquiète sur J-Dub aussi, c'est je suis d'accord qu'il a ses excuses, qu'il est de retour, ça fait quand même 3 semaines. Il me semble que ça fait 2-3 semaines et j'aimerais Mmh. voir un poil d'évolution. J'ai Mmh. pas en fait, je ne vois pas de différence entre aujourd'hui et il y a 2 semaines et c'est ce qui me dérange parce que j'aimerais bien, alors sur la main, je sais pas comment va sa main et je veux pas, dire qu'elle va, si elle va mieux ou pas mieux, ça c'est pas la question. Mais dans ce cas-là, si tu te rends compte au bout d'une semaine, 1 semaine et demie: «OK, je suis moins efficace, ma main elle va pas mieux», voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, change de rôle. C'est pour ça que ces excuses-là, j'ai du mal avec parce que justement, il doit faire en fonction de sa situation, du fait qu'il revient, du fait que sa main va pas forcément au top. Bah, alors adapte-toi et tu Mmh. retrouveras ce jeu-là et cetera. Tu le sais que tu peux avoir ces ballons-là. Regarde Marc Daigneault, chez les coéquipiers te font confiance. C'est pas une question de confiance. Je pense qu'il a pas peur de perdre ce rôle-là ou quoi. C'est pas cette question-là, c'est plutôt je pense qu'il a envie de prendre ses tirs, que lui personnellement, il se dit: «Oui, ça va rentrer au bout d'un moment, je vais retrouver mon niveau». Mais c'est pas forcément moi je suis pas convaincu que ce soit en prenant énormément de mauvais tirs comme il le fait actuellement, qu'il va se rassurer, que ça va aller mieux et cetera. Je pense qu'il gagnera beaucoup plus à jouer au ball et à jouer sur ses forces qui sont là où il a beaucoup progressé. Le playmaking, le jeu au ball, tu l'as dit. Pareil, je vais revenir encore une fois à mes cuts, c'est un peu mon ex chouchou, mais je veux voir des cuts de Jalen Mmh. Williams aussi, où il peut être très fort parce que bah, il monte très haut, très fort. Et peu de personnes peuvent arrêter Jalen Williams quand il va vraiment au cercle. Et quand je dis vraiment au cercle, c'est pas il va au cercle comme il y allait là sur la faute offensive d'Artenstein qui a été challenge à moitié. Je veux que tu m'envoies, tu me tomards ça. Je sais pas si c'est un problème de main d'ailleurs. J'ai pas cru pourquoi il a pas essayé de dunker au moins. Mais oui, je vois beaucoup de signes qui sont inquiétants au niveau de Jalen Williams et qui vont déranger beaucoup de joueurs autour de lui, qui du coup ont beaucoup moins d'espace. C'est-à-dire les minutes s'enchaînent encore une fois ce soir. Début de deuxième quart-temps, c'est absolument catastrophique. Tu as le même non-mouvement que tu avais avec Shea au premier Mmh. quart-temps, mais tu n'as pas chez Gilgeous-Alexander. Et c'était vraiment atroce. Que des tirs à 3 points manqués, ouverts ou même pas ouverts hein, de temps en temps, ou des mid-range manqués. Et voilà, et de l'autre côté, moi j'ai vu les Spurs m'envoyer des lobes sur 3 actions d'affilée, pendant que nous, on n'est même pas capable de faire un lob pour Mmh. Hartenstein. C'est Luke Cornet. Luke Cornet face à Hartenstein. Désolé, si on n'est pas capable de faire la même chose, c'est pas normal. Mmh. Non, mais enfin, je pense qu'offensivement, de toute façon, on va être dans l'attente, on va dire constamment et jusqu'aux playoffs, parce que la vérité des playoffs va encore être différent, hein, ça va être encore différent. Mais tu vois, là, ça fait quand même régulièrement que tu sens que J-Dub, sur les matchs faciles, en fait, il force moins. Je pense que bah, c'est plus facile, t'as de la marge, etc. Il est adroit, il est beaucoup plus efficace, etc. Et là, sur des matchs comme ça, ah, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Alors, pour le coup, le début de match, je me suis dit, ok, 7 points en 2 minutes, où j'ai fait bon, pas mal, mais tu vois, ouais, c'est encore trop en dents de scie, c'est encore trop. Il y a encore trop d'imperfections, ouais. Et je trouve qu'effectivement, enfin, c'est compliqué de trouver la limite entre lui donner des responsabilités, le remettre en confiance sur plein de choses et trop lui en faire faire. Et là, des fois, tu tombes dans le un peu trop lui en faire faire, parce que tu en as besoin aussi. Il faut s'avouer les choses. Quand tu pas Mitchell et quand tu vois là l'état de l'attaque, tu te dis: «Bon, ça serait bien que J-Dub, il mette quelques paniers». Mais ouais, c'est quand même compliqué. Après pour les dunks, ça a toujours été un peu, moi je suis surpris quand il dunk, hein, en jeu Oui, placé, hein. Le dunk non, qu'il je suis met, d'accord. contre, Memphis, non? Oui, c'est Memphis. Memphis, ouais, Memphis là quand il est oui, oui c'est Memphis. Tout le monde est choqué en fait. Mais en fait, tu te dis: «Mais vu le jus qu'il a, il devrait faire ça bien plus souvent», tu vois? Mais Mmh. et je suis d'accord avec toi que là, l'action où au final ça se tourne en faute off,
Bon, il y a faute, mais peut-être qu'il peut Ouais, monter et cetera, donc c'est un peu compliqué, il va en layup, hein. Il va envoyer un layup, oui, ça se oui, oui, voit. non, mais oui. Ouais. Après en dents de scie, je sais pas comment tu te places sur Chet. Je sais que c'est un peu un point de frustration aussi de pas mal de gens parce que on en attend beaucoup de lui, c'est sûr et certain. Mmh. Moi, ce qui m'embête plus qu'offensivement où en fait, ben, oui, si tu lui donnes pas la balle et que tu lui donnes pas la balle en mouvement dans de bonnes situations, il apporte rien et ça, on le sait. On en a parlé tout à l'heure. En plus, il y a des moments où on le fait et des moments où on le fait pas et du coup, il disparaît plus ou moins. Ce qui m'embête, c'est que défensivement, là, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu de ce côté incisif, tu vois? Et même dans la globalité de son jeu, dans le chat, ça en parlait par rapport à Wemby. Tu vois, au contre, bah, il se fait un peu plus monter dessus. Tu vois, quand il met le contre sur cornet en début de match, je fais: «Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un contre comme ça». Là, Ouais. il se fait beaucoup pousser, beaucoup monter dessus. Tu sens qu'il résiste des fois un peu moins à l'impact, tu vois? Barnes ou Johnson vont lui mettre des petits paniers un peu pourris là sur la tête parce qu'il défend moins. Au rebond aussi, des fois, tu vois, tu sens qu'il est un peu moins incisif. C'est un peu cet aspect-là, moi, qui m'embête. Alors, on avait parlé de lui, qu'il avait moins de responsabilités près du cercle, là, parce qu'il joue à Kartenstein. Mais là, ça va un peu au-delà de ça pour moi, où je sais pas si c'est qu'il est fatigué, que ça commence de tirer, que mentalement, il a un petit down, etc. Ce qui est normal aussi, d'avoir des downs mental, au niveau du mental quand tu viens d'être champion, que la saison est longue, c'est tout à fait normal. Mais tu vois, il y a un truc qui me chagrine un peu là. Ouais. Les downs mentaux, je suis plutôt d'accord. Je pense pas que ce soit physique parce que, bah, il était reposé, il me semble, contre Memphis, donc quand même, j'ai Oui. pas l'impression qu'on le surutilise. Il joue 30 minutes par match, il joue pas non plus, bah, comme sa saison rookie où il pouvait jouer des 35-36 minutes quand on jouait des matchs serrés. Mais oui, c'est downs mentaux parce que moi, déjà, le premier point, c'est que je trouve que son QI défensif est moins élevé. Il est moins bien placé au rebond, tu l'as dit. Ouais, au rebond, c'est chaud. Au rebond, ce soir, c'était vraiment chaud, au rebond de Chet. Même s'il en prend 12, il y en a 10 qui tombent sur sa tête où il ne les prend pas, où il doit les prendre. Mais notamment, bah, l'action dont tu parles de Harrison Barnes, mais qu'est-ce que Chet fait à coller Harrison Barnes à 3 points comme si Harrison Barnes, il Mmh. pouvait faire un step back à 3 points. Et il le laisse passer facilement. Et il y a plusieurs actions répétées. Mardi aussi, on a vu les mêmes choses où il y a des actions de Chet qui ne sont pas normales et que je ne comprends pas en termes de QI défensif. Et je pense que ça peut être des downs mentaux parce que Chet, c'est pas un idiot défensivement. C'est quelqu'un qui est complètement capable de s'adapter à l'attaquant qu'il a en face de lui. Ouais, après, il y a Et- l'adaptation au poste aussi, je pense, dans son rôle, tu sais, si tu Mm. Hartenstein ou pas à côté de lui. Mais tu Ouais, vois, je moi, suis les tirs d'accord. qui m'embêtaient vraiment, c'est quand tu Keldon Johnson qui Jadon Jones, dribble, il qui te rentre fait dedans. Ouais, je 3 vois très pieds de bien. pivot autour de la raquette, et normalement, là, tu prends une Ouais, crêpe et terminé. Enfin, c'est Wemby à la place de Chet, il sert plus grand, mais ouais. jamais tu marques. Et Non, là, mais lui, Chet, il est là. mm. Bah ouais. Tu vois, et ça Ouais. m'embête. Alors, une fois sur deux, il y a le coude dans la gueule, ça, c'est autre chose. Mais quand Oui, même. oui. Ça, c'est chaud. Mais oui, et il y a une action aussi de Keldon Johnson, je crois que tu parlais de celle-là, celle où il va Mm. tout droit et il rentre dans le Chet et Chet fait Ouais. 5 mètres derrière lui et je crois il rate d'ailleurs, ils prennent rebond offensif et il marque. Il me semble que c'est ça l'action. Oui, Chet est fin, mais Chet a le droit au moins de le contrer. Tu recules, tu le contres, tu provoques la faute offensive, j'en sais rien, tu fais quelque chose. Là, il a simplement reculé de 5 mètres, ce qui fait que physiquement, déjà, un, bah, tu prends 2 points, et deux, l'adversaire se dit, mais je vais te rentrer dedans à chaque action maintenant. Si toi, tu te permets de reculer comme ça sur 5 mètres, alors tu es quand même à ce moment-là, il est partenaire sur le terrain, tu es le protecteur de cercle de ton équipe. Victor, certes, ça lui arrive de reculer, etc. Mais Victor, il t'envoie balader avec un contre, en fait, tout simplement. Chet, Mm. il doit au moins pouvoir faire la même chose. Je sais pas, je sais que son défaut, c'est de ne pas résister au contact, mais essaye de temps en temps d'être un peu plus ancré dans le sol. Tu es le protecteur de cercle de cette équipe, tu vois. Ça m'a beaucoup dérangé. Ouais, et quand même, j'aimerais parler offensivement c'est très instable, mais en fait, j'ai pas envie de mettre toute la faute sur lui, mais il y a quand même des actions où il force vraiment offensivement, qui prend des tirs à mi-distance qui sont pas forcément les bons dans le bon moment. Alors peut-être que c'est parce que Touche pas la bah, balle. oui, c'est ça, il touche jamais la balle, donc forcément dès qu'il touche la balle, il a envie. Mais, mais je veux dire, tu sais que c'est pas le bon move. Essaye de quand même trouver un peu les décalages. Chet, j'aimerais bien, on l'a pas du tout, hein, j'aimerais bien qu'il y ait un minimum de passing après le décalage ou au moins d'être un joueur un peu plus fonctionnel quoi, offensivement dans la transmission du ballon. Je pense que Chet coupe un peu aussi ce côté de. Bah, tu l'as tweeté, tu as dit un moment, oui, les Spurs, l'action des Spurs où ils ressortent à 3 points, il y a 3 Mm. passes et ils prennent un shoot ouvert. Bah, j'ai l'impression que Chet cache un peu aussi ça parce que Chet est moins fonctionnel que les autres joueurs sur le terrain à ce niveau-là.
Et moi, ça me dérange offensivement, notamment quand il est dans le corner et qu'il est défendu. Je Euh, pense qu'il est capable en plus. Enfin, tu vois, à un moment, il y oui, a une passe oui. pour Hartenstein et tout, tu te dis: «Bah, elle est pas simple celle-là quand même», tu vois? T'as des passes plus compliquées. Après, est-ce qu'il force ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'on lui donne des responsabilités qu'il ne devrait pas avoir aussi? Je sais que j'ai eu pas mal ce débat-là, là, récemment sur Twitter où, bah, oui, moi je trouve qu'en fait Chet offensivement, si tu le sers pas, bah, il va rester dans son coin et tu ne le verras pas en fait et il ne va pas, provoquer des choses. Il est ultra dépendant, surtout là récemment. Au début de saison, ça allait un peu mieux, là il est ultra dépendant et Mm. ça m'embête que dans cette dépendance, on le serve pas. Enfin moi, Chet, ça me gêne pas s'il finit un match avec, 8 tirs à 3 points tentés parce qu'en fait on l'a mis dans le corner à 45 et il est ouvert. Mais ça m'arrangerait, hein, parce que je pense qu'il les met plus à droite que les 3/4 du reste de l'équipe, même Caruso. plus que ça même. Donc en fait, je genre ça me choquerait pas, mais il faut lui donner des situations où il est en bonne position. En début de match, il met un petit mi-distance parce que tu le sers en rythme, il s'arrête, hop, ça monte pas sur lui, il se retourne, il met son mi-distance qu'il aime bien. Faut que ça soit des actions comme ça, en fait, faut pas que ça soit des ISO, on va pas revenir sur le compte que Wemby lui a mis ou enfin, mais qu'est-ce que oui, ça, pourquoi tu forces ça? Pourquoi on lui en joue une ISO là-dessus? Enfin, quel est l'intérêt? Quel est vraiment l'intérêt? Donc ouais, je suis d'accord avec toi qu'il faut le ouais, il faut le servir mieux. Il y a une action là aussi, où à un moment il se retrouve avec De'Aaron Fox qui le défend sur la ligne à 3 points. Ouais, mais Chet, en fait, il est pas capable de passer les joueurs sur le dribble, donc il fait un reverse, il tombe à moitié, machin, Ouais, waouh. il est C'est pas horrible. des actions qui vont être productives, ça. Bah, surtout pour Chet, ouais, on le sait qu'il bah, de toute façon, Ouais. il va pas dribbler un petit, contrairement à Victor d'ailleurs. Mais, heu, mais moi, j'aimerais quand même, ouais, je suis d'accord. J'aimerais qu'il prenne quand même plus de tirs, qu'il soit dans des meilleurs spots et qu'il y ait quand même quelques plays pour lui. Moi, j'aimerais bien quelques plays pour lui parce que Mmh. je vais ouvrir un volet un petit peu contractuel. Chet va toucher le max l'année prochaine et il va avoir besoin, en parlant de Chet et de Jalen Williams, que nos joueurs au max peuvent, enfin, sont capables de jouer comme des joueurs qui sont à la limite du max. Si à un moment donné, tes joueurs, comme Shea, comme Chet, comme Jalen Williams ne sont pas capables heu, de créer pour eux-mêmes ou d'avoir quand même plus de responsabilités que ce qu'ils ont maintenant, on va avoir beaucoup de mal quand les 3 contrats vont être énormes et qu'on n'aura plus personne à côté, qui pourra créer et cetera. C'est pour ça qu'on a besoin de la progression de ces 2 joueurs-là et qu'on en parle autant. C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus d'eux que Mmh. de, Kenrich Williams, Alexis Caruso, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, parce que c'est eux qui touchent le max, c'est eux qui vont avoir ces responsabilités-là. On n'aura pas tout le temps, les Isaiah Joe, les Aaron Wiggins, les Jay Mitchell. Il va falloir qu'ils aient à 3 une énorme partie de la création d'OKC. Et si Chet n'est pas capable je ne sais pas si c'est qu'il n'est pas capable ou qu'il n'a pas assez de ballons, qu'il continue d'avoir ce rôle-là de j'attends dans le short corner, je pose mon écran, mais je pose même pas un vrai écran, je fais une sorte de ghost, mais de toute façon, je suis jamais servi, donc je flaire un peu pour rien, ou j'attends dans le corner. Bah, j'ai peur qu'on ait quand même beaucoup plus de mal les années qui arrivent. Après moi, tu vois, offensivement, alors oui, effectivement, avec leur contrat, on va devoir en attendre plus. C'est que quand tu signes que J-Dub vient de mettre 40 points en finale et que Chet, il avait fait une saison où tu te dis, il jouait les matchs, il était depoy et enfin voilà. Bon OK, là, sur le début de saison, bah, tu peux plus se remettre en question. Bon, Chet avait bien commencé, mais là, c'est un peu plus compliqué ces derniers temps. Depuis le retour de J-Dub, hein, aussi, lui aussi, ça lui a fait un peu de mal, j'ai l'impression. Et J-Dub, bon, voilà, on en a déjà parlé. Après, moi, ce qui, offensivement, même pour, je sais pas si c'est pour conclure, mais ce qui m'embête, c'est que Shea est exceptionnel et probablement le meilleur joueur du monde ou le deuxième, vous faites comme vous voulez. Surtout pour se créer ses tirs, pour scorer. Mais en fait, c'est pas un joueur offensif, un hub offensif comme peut l'être Jokic, Doncic, etc. Qui, tu lui donnes la balle, il te crée une attaque. C'est pas ça. Shea, c'est un joueur, presque à l'ancienne où tu lui donnes la balle, il peut scorer. Mais oui, il peut faire des passes, mais c'est quand même, pas pareil que, bah, Doncic, Jokic et cetera. Bon après ce soir, il peut finir à 20 passes décisives si Caruso met les tirs, ça c'est un autre problème. Mmh. Mais c'est pas la même, notion où vraiment, tu peux lui dire: «Bah, ton attaque, voilà, c'est toi qui crée tout». Et ça complexifie un peu les choses. Bien que maintenant tu aies besoin de plus nombreux créateurs, ça complexifie un peu les choses et effectivement à côté de Shea, il va falloir, trouver d'autres choses. On avait l'impression que d'utiliser Hartenstein, ça pouvait le faire, mais c'est trop rare. J-Dub, quand il est pas en forme, bah, du coup, tu es dans la merde. Tu as Mitchell, heureusement qu'il est là cette année parce que je pense qu'on fait pas le même début de saison s'il est pas là. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui manque. Alors du coup, on nous amène le débat, Giannis, mais
Je sais pas si ça te réglerait vraiment ce problème-là. Je pense que tu aurais 2 énormes solistes, en fait, ça serait troll, mais au moins tu en aurais 2. C'est voilà, donc on pourra reparler de ça à la fin, mais peut-être d'autres joueurs à aborder, peut-être un côté plus positif, bah, déjà Lou Dort, on l'a un peu dit, qui avait disparu, enfin disparu, son adresse avait disparu et là, ça semble revenir depuis qu'il a été un peu out, on a un peu de mieux. Même défensivement, je trouve que c'est alors il est pas tombé contre la bonne équipe, mais c'est un peu mieux, je trouve. Ouais, son début de match a été dur ce soir, hein. Ouais, Fox, mais tu vois, c'est moins il a débile. frappé. C'est moins, il y a Ouais, eu des matchs il y a eu des fois c'était débile, là, c'est un peu moins débile. c'est vrai, c'est moins débile, mais c'est quand même moins impressionnant que l'année dernière où je Ah l'ai bah, oui, vu, oui, c'est joueur, sûr. meilleur que De'Aaron Fox, avec tout le respect que j'ai pour De'Aaron Fox. Mais oui, offensivement, bah, déjà quand il met des tirs, c'est quand même pas la même histoire. Comparons ça au match contre moi, pour moi, le climax du pire match de Lou Dort, c'est Minnesota. Minnesota, Lou Dort, il n'est pas défendu et il met, je sais pas, il tire à combien, mais il tire 1 sur 10, 1 sur 11 à 3 points. Mmh. Il est absolument atroce et il joue la fin de match en plus, où il se prend un panier sur la gueule des. Non, c'est Kessemas qui défend sur Edwards, d'ailleurs, qui fait une très bonne défense. Mais, Mmh. mais, euh, mais voilà, il est vraiment atroce. Contre les Spurs mardi, j'ai vu un Lou Dort qui shootait bien, qui quand même, ça change quand même beaucoup la donne parce que ça te permet d'avoir ton meilleur joueur défensif sur le papier, sur le terrain, sans être un point en attaque. Et c'est quand même une grande force d'Oklahoma City, d'avoir des joueurs défensifs qui sont en fait fonctionnels en attaque. C'est pour ça que cette équipe elle est all-time. Et en plus, bon, il met un petit mid-range ce soir sympathique. Je me suis dit, quand il le prend, je me suis dit, purée, il va encore briquer. C'est encore un exemple atroce de notre attaque. Au final, Non, il les le met. mid-range, il aimait bien. Ouais, il est marrant quand. En plus, il les prend un peu à l'ancienne où il jump shot et en fait, il prend en retombant carrément dans son tir. C'est marrant. Mais oui, et même où il a été quand même plus intelligent offensivement, où je l'ai vu faire les bons reads sur les extra passes, où je l'ai vu attaquer. Ouais, il a vraiment attaqué très peu ce soir, mais il a quand même 2-3 drives où bah, est-ce qu'il a une paire de balles ou Dort ce soir? Je suis même pas sûr. Ce qui est assez rare parce que Une seule, ouais. ouais, il a une paire de balles, pardon. Mais en tout cas, il perd beaucoup moins de ballons bêtes que les fois d'avant. Il crée moins de contre-attaques. Et défensivement, j'ai été dur avec lui sur le premier quart-temps où Fox le domine vraiment et Fox trouve les spots qu'il veut, mais il a quand même beaucoup mieux géré Fox dans le troisième, quatrième quart-temps qui, malgré tout, Fox était dans une zone exceptionnelle où tu peux pas non plus faire grand-chose. Et je suis assez d'accord avec toi, on va pas y revenir, mais où tu l'as aussi mis en confiance dans le premier quart-temps, ce qui n'aide Mmh. pas à défendre ensuite. Mais ouais, Lou Dort positif. Je vais enchaîner sur Kenrich Williams aussi. Ah ouais. Kenrich Williams qui a été bon ce soir. Là, je l'ai mis MVP, hein. Ouais, Je vous spoil dans la récap, je l'ai mis MVP. je suis d'accord. Mm. C'est le seul qui a fait le job, en fait. Exactement. C'est le seul qui tu te dis: «J'ai rien pas grand-chose à lui reprocher». Exactement. Bah, j'ai rien à lui reprocher. Il met des tirs, alors qu'il est censé quand même être moins droit que les joueurs qui n'ont pas mis de tir ce soir. Défensivement, il a 5 rebonds, Kenrich Williams. Je trouve il a su quand même, parce qu'il était sur des séquences où Victor était sur le terrain. Donc pas forcément simple pour lui. Il a su box out malgré sa petite taille. Il a su apporter, Embêté. bah, en fait, ce Mmh. qu'il sait faire. Il a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire être dur au sol, au rebond. Offensivement, trouver les bons extra passes, trouver les bons reads, être dans les bons endroits. Il fait 2 passes D. Il fait 2 interceptions aussi. Défensivement, il a su peser un peu sur l'attaque des Spurs. Et puis, il a mis des tirs. Il est le seul, enfin, il est à 50% avec Jalen Williams et Isaiah Joe, mais il en prend 4. Il en met 2, quoi, en fait. Et 2 ce soir, c'est énorme pour une équipe qui en met 11, qui font sur 44. Donc, rien à dire, moi, sur Kenrich Williams. Bah, on l'avait enterré un peu en mode, ouais, il revient, mais ça va pas changer grand-chose. Ah bah, là, les 3 derniers matchs, heureusement qu'il est là, déjà. Enfin, franchement, il fait surtout là contre bah, là, les 2 derniers contre les Spurs, tu vois, là, sur Wemby, il l'a vraiment bien embêté, je trouve. Enfin, oui, à un moment, il prend un fadeaway sur la gueule, bah, tu peux pas faire grand-chose, mais bon, l'action où il se sacrifie sous lui, j'ai dit: «Mais Ouais. Il n'y a pas faute là? Où il tombe et que sa ouah, tête il vient c'est, de la main où tu fais: «OK, bon». Non, mais tu vois, il y a plein d'actions, à un moment, il a un peu de vice, il va lui taper dans la balle, il va gagner un rebond off, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Hem, mais tu vois, globalement, je suis ouais, je suis assez convaincu que tu vois, j'avais hâte de le revoir sur le terrain. Et je me suis dit: «Bon, il faut qu'on retrouve Kenrich, il faut qu'on le revoie» parce c'était l'un des seuls positifs. J'ai essayé de regarder son plus-minus, ouais, à -1, donc c'est assez cool. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, petite bonne surprise quand même. J'aimerais bien, qu'on continue de l'utiliser, notamment quand Jay Will reviendra. Même Brandon Carlson,
Ben Carson, quand enfin, je sais pas si j'aurais aimé le voir, aujourd'hui, mais ça aurait pu être tenté, alors qu'on a perdu Amaury. Au-delà de ça, moi, j'avais aussi envie de revenir. Oui, je fais la transition tout seul. J'avais aussi de revenir sur Hartenstein. Depuis son semi-retour de blessure, c'est en demi-teinte. C'est en demi-teinte. Je pense qu'il est pas à 100%. C'est pour ça qu'il joue pas certains matchs. Bon, très combatif, mais même lui, je sens qu'il a moins. Là, il était un peu plus dans le doute. Là, sur le Christmas Day, j'ai senti un peu moins en confiance, etc. Bien qu'il ait pris ses petits tirs, mais archi combatif et je trouve encore pertinent. J'en avais parlé lors du premier match. Le fait qu'il doit jouer. En fait, il doit jouer même contre les Spurs, même si c'est compliqué. Que ce soit pour poser des écrans, créer un petit peu d'attaque, amener un peu de points. Tu peux pas te permettre de le laisser sur le banc comme ça l'avait été sur le match de NBA Cup. Donc j'étais assez content qu'il joue un peu plus sur les derniers matchs. Peut-être là, Amaury pour réenchaîner. Ouais. Est-ce que tu es inquiet, du coup, vis-à-vis de ces récentes défaites auxquelles on n'est pas habitué, il faut se le dire. Ça fait très longtemps qu'OKC n'a pas perdu autant de matchs en si peu de temps. Et peut-être, du coup, si tu n'es pas inquiet ou si tu es inquiet, quelles ça seraient les solutions? Est-ce qu'on parle vraiment de trade? Est-ce qu'on parle de juste se remettre d'aplomb? Voilà, est-ce que c'est quoi là? Je vais répondre. Je vais répondre du coup. Disons que je suis pas vraiment inquiet de je vais le faire différemment. Le match d'aujourd'hui m'inquiète un peu plus. Avant, je l'étais pas du tout. Mais là, je le suis un peu plus. Dans le sens où j'ai l'impression qu'on expose de plus en plus les limites ou faiblesses de cet effectif et les limites et faiblesses de comment c'est construit et de notre façon de jouer. Dans toutes celles qu'on a abordées, que ça soit offensivement sur de la création, etc., défensivement sur la dimension physique, sur les fautes, sur toutes ces choses-là. Je suis un peu plus inquiet là-dessus. Je suis pas forcément inquiet du 0-4 du starting five en soi. C'est juste, suffit qu'il joue un match un peu plus facile et la série est brisée, entre guillemets. C'est plus que tu es en 0-4 face aux bonnes équipes récemment. Plus ça qui est inquiétant. Donc ouais, ça m'inquiète un peu plus que vraiment, j'ai pas forcément de doute sur le fait, sur les playoffs, sur etc. Ça va être dur, on le savait déjà. J'étais pas forcément serein au fait du back-to-back, mais voilà, on savait que ça allait être dur, que toute la saison n'allait pas être toute lisse. Maintenant, les solutions, je pense qu'il y a déjà encore une fois un point de remise en confiance des joueurs et de progression qui est indispensable. Alors après, on y croit ou pas, mais un Cason Wallace qui est en train de sombrer au tir depuis quelques matchs, c'est pas possible. Wiggins qui disparaît aussi, c'est pas possible. Voilà, il faut retrouver du J2, il faut retrouver du Jet. La solution, il y en a déjà en interne que tu peux redévelopper, revoir un petit peu. Mais c'est parce que oui, on peut pas dire au début de saison qu'on a l'effectif le plus profond, que tout le monde nous envie et direct cracher dessus dès qu'il y a une «mauvaise série» entre guillemets. Je pense que les joueurs sont pas des robots non plus. Tu peux avoir une réaction, tu peux avoir des progressions, ils restent jeunes, et cetera. Je pense que là, ça va commencer de piquer de perdre ces matchs-là. Shai vient de dire dans la presse que, bah, quand tu perds 3 fois d'affilée contre une équipe en si peu de temps, bah, c'est que tu pas la meilleure équipe, ce qui est vrai. Voilà, les Spurs sont une meilleure équipe actuellement et je pense qu'il y en a peut-être d'autres. Donc ouais, je pense que c'est un petite réaction globale. Je pense que Daigneault a aussi, et c'est rare que je le dise, a aussi un rôle à jouer là-dedans, de trouver des nouvelles choses offensivement, de trouver des nouveaux moyens de mettre en valeur d'autres joueurs, et cetera. Notamment dans les matchs compliqués parce que oui, quand on va jouer, Utah, effectivement, bah, il y a pas grand-chose à faire pour attaquer. Mais, là, il y a des matchs, compliqués qui arrivent sur la deuxième partie de saison. Enfin, deuxième partie de saison. Oui, on approche bientôt de la deuxième partie de saison. Donc il faudra trouver d'autres choses et les expérimenter pour les playoffs. Et comme Amaury commençait de dire, je suis pas forcément dans la team, trade, dans le sens où, déjà je n'y crois pas. Par, ce front office-là, je ne crois pas au fait qu'ils peuvent trader ce noyau-là, bien que ça pourrait poser question et je le comprends. Et après un Giannis, j'avais déjà émis des doutes. Effectivement, je comprends le principe parce que là, tu auras pas de problème. Tu as toujours 2 top joueurs en fait, mais je suis pas, ouais, je sais pas, j'y crois pas trop. Alors après, pour le coup, peut-être juste pour finir et je laisserai la parole à Maury, je pense qu'il est revenu. S'il y a trade, il faut le faire pour un top joueur. Je préfère qu'on trade pour un Giannis plutôt qu'on trade pour un mini ajustement qui ne changera rien.
enfin voilà, parce que soit tu remets en cause un peu ton système que tu as créé en mode je lui fais moins confiance, et dans ce cas-là, tu fais un gros changement, soit tu lui fais confiance et dans ce cas-là, tu es déjà allé au bout et tu as les joueurs pour. Point. Donc, il y a pas de demi-mesure pour moi là, de faire un mini équation. Tu peux pas rajouter juste un joueur, peu cher ou un mini ajustement qui te change beaucoup de choses. Donc c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas et on fait un gros changement. Voilà. Est-ce que Amaury, tu es là? Nouveau test. Vous Ouais, m'entendez? ouais, c'est bon, on t'entend. OK. J'espère rester plus que 10 secondes. Alors oui, donc comme je le disais, je suis pas trop dans la team trade. Je l'ai jamais été, l'année dernière quand on parlait de Cam Johnson et cetera. Mais oui, enfin, en fait, c'est pas qu'il faut s'inquiéter. Moi, ce que je dis à beaucoup de gens, c'est que la réalité de décembre n'est pas la réalité des playoffs en avril. Donc faut pas non plus, tirer directement la sonnette d'alarme, et tirer des conclusions sur toute la saison. OKC ne sera pas champion, les Spurs, nous battent en 7. Pour moi, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer d'ici là et notamment, je suis complètement pour le développement en interne. Le développement en interne d'un AJ Mitchell qui va revenir, qu'on n'a pas forcément vu en playoff, qui est en 3e qui est en 2e année NBA et qui a quand même, il y a quand même beaucoup de cartes en main pour pouvoir devenir un joueur, très important dans la rotation de playoff de KC. Ensuite, on a pas mal parlé de Jalen Williams, qu'on était déçus. J'espère pas et je ne pense pas que Jalen Williams sera à ce niveau-là, encore, jusqu'à la fin de saison et jusqu'en playoff. Donc, il y a quand même une marge de progression dans cette équipe où, c'est pas on perd contre les Spurs alors on joue, un basket léché, très bien, mais les Spurs sont meilleurs parce qu'ils nous battent, puisqu'ils ont des joueurs meilleurs. C'est qu'on a aussi quand même beaucoup de défauts qui sont, on peut les changer. C'est-à-dire, l'attaque statique, Marc Daigneault, il a quand même les capacités de faire un peu mieux que, simplement, prendre 44 3 points, quasiment la moitié de tes tirs à 3 points, quand la raquette est fermée. Il peut créer du mouvement autour de Shai, il peut retrouver parce qu'on disait, oui, Hartenstein, on le voit moins. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi on le voit moins. J'ai pas vu de raison, j'ai pas vu de passage qui me dit: «Ah oui, là, ils ont trouvé la recette», ouais. Je disais qu'il était pas à 100% moi, je pense, Ah oui, et qu'on le OK. voyait, on l'a quand même plus vu là sur les 2 derniers matchs que le premier où il avait disparu, pourquoi? On ne sait pas. Mais je pense que c'est physique plus que tactique maintenant. Ouais, OK. J'avoue que j'y avais pas pensé, mais c'est possible. Même, du coup, vu qu'on parle de physique, Hartenstein va bien revenir à un moment, à un niveau décent physiquement où, on pourra peut-être s'appuyer plus sur lui. Il existe des solutions en interne. On n'a pas tout essayé, on est loin d'avoir tout essayé. On a des Aaron Wiggins qui jouent largement en dessous de leur niveau, Cason Wallace joue largement en dessous de son niveau et c'est un joueur, on l'a dit, je sais pas si c'était en preview ou en tout début de saison, qui est capable d'attaquer un peu le décalage, aller créer un petit panier, ce qu'on voit plus depuis un mois. Ce que Cason Wallace ne fait plus depuis un mois. Il y a quand même enfin moi je trouve qu'il y a beaucoup d'axes où OKC peut s'améliorer en interne pour déjà faire un trade. OK, on va aller chercher Yanis. Pour qui? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va donner à Yanis? Et si on va chercher Yanis dès cette année, Yanis c'est quand même un joueur qui se blesse assez souvent. Va falloir vraiment pardon, qu'on gagne cette année. On n'aura pas le luxe qu'on a aujourd'hui de se dire: «Dans 3, 4, 5 ans, on sera toujours fort» et cetera. Maintenant à nous de savoir si est-ce qu'on veut, tout sacrifier et ne pas croire en le développement interne de nos joueurs qui ont été draftés, ça reste des jeunes joueurs. Ça reste Cason Wallace, c'est un joueur en 3e année NBA qui a quand même un contrat à aller chercher. Aaron Wiggins, pareil, il est en 4e, 5e année NBA, il est pas payé très cher. Tout ça, c'est des joueurs qui ont des hauts et des bas et qui sont, malheureusement quand même pas mal dans un bas. On a quand même beaucoup de joueurs en bas en ce moment et qui peuvent retrouver, des niveaux, plus que décents et nous remonter. Faut pas s'enfermer sur le 2-4 qui est alarmant dans le sens où on perd 3 fois contre les Spurs, c'est ça qui m'embête. Mais globalement, je pense pas que, ça mérite un trade. Ça reste, une équipe qui nous a outplay et Mark Daigneault l'a dit en interview. On s'est fait outcoacher. Il a dit: «Je veux pas que ce soit autour du fait qu'on n'ait pas rentré des paniers ou rentré des paniers». On s'est fait outcoacher et outcoacher veut dire qu'on peut nous aussi notre coach peut aussi s'adapter pour, trouver les solutions face aux Spurs. Mmh. Après, tu vois, au-delà d'une progression interne dans laquelle on croit ou pas, en fait, ce qui a amené, je trouve aussi au titre l'année dernière, c'est que tu as eu une prise de responsabilité, de certains joueurs, que là, tu tardes à voir. J-Dub a pris ses responsabilités. Bon, là, il revient et cetera. Caruso, les playoffs de l'année dernière, c'est un autre joueur. Enfin, tous globalement, à un moment donné, ont pu prendre leurs responsabilités. Aaron Wiggins, l'a fait aussi. Lou Dort a été, décisif contre les Nuggets. Il y a un moment où il y a des joueurs qui ont step up. Là, tu as l'impression que quand ça va pas, tout s'écroule.
Et ça, il y en a pas un qui va un peu sortir du lot. Oui, Kenrich, là, ce soir, voilà, Kenrich, mais bon, Kenrich, il joue 15 minutes. Il a 0 quantité dans ce qu'il fait parce qu'il a peu de temps de jeu et parce que c'est pas ce type de joueur. Mais il y a un moment où il y a un joueur, enfin, moi, ça m'embêterait moins que Caruso fasse 0,8 si à côté de ça, tu as Casson qui fait 5 sur 8 et Dort qui en met 3. Ça passerait beaucoup mieux. C'est juste que là, à chaque fois, c'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe qui passe à côté, qui est incapable de marquer un tir, qui est incapable de défendre correctement. Tu vois, tu en as même pas un à dégager un peu de ce truc-là. C'est ça qui m'embête un petit peu. Et tu peux pas être tout le monde dans le bas en même temps. Alors si, c'est un problème, du coup, c'est un problème collectif. Mais ouais, il y a une réaction à avoir. Ça peut pas être que Shea tout le temps qui se démène comme un beau diable pour essayer de faire quelque chose, quoi. Donc ouais, je crois quand même à cette, c'est pas une progression interne, c'est de, comment dire, s'accomplir un peu plus individuellement, j'ai envie de Ouais. dire, même si c'est synonyme de progression, mais dans le sens où, bah ouais, Cason Wallace, maintenant, les 3 points, c'est régulier, quoi. C'est pas Mmh. une 15 matchs au début de saison. Chet, c'est pareil, c'est régulier. Enfin voilà, c'est alors certains diront que c'est une progression d'être de plus régulier, mais voilà, c'est vraiment dans la prise de responsabilité de se dire: «OK, soir après soir, j'amène ça» et Jimmy Michel l'a très bien fait, hein. Il a gagné plus de responsabilités. Je pense qu'il a progressé aussi, mais c'est vraiment j'assume ce que j'ai à faire. Je continue ce que j'ai à faire, quoi. Et il y a que Joe que je trouve vraiment un peu maintenant, bah, tu sais que quand il rentre, tu sais qu'il va tirer et que ça va plus être plus ou moins dedans, quoi. Il y a que lui qui est tous les soirs, tu sais ce que tu vas avoir, quoi, offensivement en tout cas. Ouais, mais Joe, le problème, c'est son rôle qui est un peu, qui change un peu, puisque forcément son niveau à lui, son rôle est quand même enfin, ce soir, Joe, je suis d'accord, mais on l'a pas vu. Il a mis 5 points, il a pris, 4 tirs, Ouais, quoi. ouais, mais Et enfin et tu vois, moi, sur un match comme ça, enfin, sachant que personne défend, bah, vas-y, autant mettre Joe, hein. Enfin, je suis d'accord. sérieux, Mmh. franchement. Je suis d'accord et c'est pour ça qu'on parle de notre profondeur, en début de saison, mais c'est dommage de pas l'utiliser. C'est dommage de pas utiliser les joueurs qui sont à ta disposition et qui peuvent un peu, qui ont des profils différents, qui peuvent changer le cours du match. Bah, Joe ce soir, voilà, moi je vais paraître un peu bête. Moi j'aurais bien aimé voir 5 minutes de Brandon Carlson. Voilà, je suis Ouais, désolé, hein. je l'ai dit Ouais, pendant ta période, dans ouais, off. ouais. Franchement, il y a un moment, enfin, sachant que Jay Will est pas là, alors que je trouve que Mmh. Jay Will, peut-être en bien ou en mal, mais aurait joué quand même pas mal de minutes. Il aurait joué. Parce que lui, il te space, parce que lui, il t'aurait peut-être pris quelques rebonds aussi, voilà. Parce que lui, tu peux le mettre un peu sur Wemby en mode, il est petit et en même temps, c'est un grand. Je sais pas, enfin, tu vois, il aurait Ouais, défendu je sais Wemby bien. comme un petit et en même temps, enfin, je pense qu'on l'aurait utilisé. Mais Ouais, du coup, on l'a pas. Mais du coup, j'aurais bien aimé voir ouais, Carlsen, tu le mets dans un coin, récemment, il met les tirs, hein. ouais, bah, Et il se pose clairement. pas de questions, lui, hein. Il met les tirs et défensivement, c'est pas Chet Holmgren, mais c'est pas non plus c'est pas un peintre et quand tu t'es pris 3 lobes sur la gueule, désolé, mais tu ne peux pas me dire que Brandon Carlson aurait fait pire puisque Mmh. tu ne peux quasiment pas faire pire. À partir de ce moment-là, pourquoi pas, tenter d'autres choses? Et c'est ça qui m'a un peu enfin, qui m'a un peu déçu et qui fait que je m'inquiète moins. C'est que, bah, j'espère, je crois au fait que Marc Daigneault est un bon coach et je n'ai pas vu des ajustements ce soir qu'un bon coach aurait fait. Donc je pense aussi que Marc Daigneault est responsable de ces 3 défaites d'affilée contre les Spurs. Parce que, on a parlé de Mitch Johnson très bien coaché, les joueurs au bon Ouais. endroit et on l'a dit, Marc Daigneault en face, ça a pas été au rendez-vous. J'en ai déjà parlé pour le match de NBA Cup où la gestion a pas été très bonne. Mardi et ce soir, c'est pas non plus des choix exceptionnels, mais, Marc Daigneault a droit aussi d'avoir ses bas, dans une saison et c'est pour ça que, en fait, je serais inquiet à partir du moment où je vois qu'on a une série, qui se continue et contre des équipes bien différentes. Si on commence à perdre contre, bah, les Lakers, Houston, je sais j'ai pas notre calendrier sous les yeux, mais si et qu'on perd quand même assez enfin, avec un écart comme on a pris par les Spurs ce soir, je commencerai à m'inquiéter. Pour l'instant, on a perdu 3 fois contre la même équipe qui nous a battus à peu près de la même façon les 2 dernières fois en tout cas. Et qui s'est appuyé sur nos défauts, qui sont pas des défauts irrémédiables, j'en sais rien, de manque de qualité de joueur, de tout simplement de système, mais plus bah, San Antonio s'est appuyé sur ses forces et a appuyé sur nos faiblesses et Mmh. ce sont des forces qui sont certes, très fortes et le fait d'avoir beaucoup de ball handlers, c'est important, mais c'est des choses qu'OKC peut corriger en termes de faiblesse parce que c'est une défense all-time et on peut pas croire en fait que, bah, il y a que les Spurs peuvent, battre, continuellement cette défense all-time
elle est capable de s'adapter, elle a des joueurs qui sont capables de s'adapter et heu et oui, donc moi j'ai pas envie d'avoir un trade aujourd'hui. Peut-être que mon avis aura changé dans un mois parce que, on On aura en aura perdu marre. d'autres matchs. Ouais, parce qu'on en aura marre, on en aura perdu d'autres matchs, mais pour l'instant, on reste malgré tout, je veux rester positif, on Premier. reste en 6-5, on est 1er, on a 2 victoires d'avance sur les Spurs qui, pour moi, les Spurs, ne n'ont pas le rythme qu'on peut avoir contre les équipes faibles, malgré le fait que je pense qu'ils sont une meilleure équipe que nous, tu l'as dit tout à l'heure. On est une équipe qui est Tout de très suite. constante contre de quoi? Tout de suite, ils ont une meilleure équipe. En Oui, c'est ça, tout de avril, suite. on Ils verra. ont une meilleure équipe. Exactement. En avril, on verra. Et est-ce qu'ils ont une équipe aussi régulière que nous pour battre les équipes faibles? Et ce qui est important en saison régulière, d'enchaîner, de prendre les victoires. Parce que une victoire contre OKC et une victoire contre Portland, les deux, c'est une victoire dans dans le calendrier. Mmh. Donc tout simplement, je pense et je me dis, on sera premier, on aura l'avantage du terrain. On a 4 mois, 3-4 mois pour faire bosser les blessés, les Jalen Williams, les Isaiah Hartenstein, éviter les blessures, ce qu'on fait pas trop mal en ce début de saison, où on repose quand même les joueurs globalement correctement. Il y a des raisons d'être un peu inquiet, mais pas de raison de s'alarmer et de faire un panic trade. Bah, pas quand tu es à ce niveau-là, c'est sûr. Mmh. Après, enfin, on nous parle souvent des problèmes de l'année dernière qui sont encore là. Alors après, il y a 2 façons de voir les choses. C'est que l'année dernière, avec ces problèmes-là, on a gagné, ce qui est quand même, voilà, et qu'en plus, l'année dernière, tu n'avais pas A.J. Mitchell ou pas ce A.J. Mitchell-là. Tu avais quand même normalement rajouté Topic. Bah, ouais, tu as des soucis de création. Bah, c'était bizarre, tu avais un meneur, top prospect qui arrivait. Enfin bref, tu vois, tu avais quand même normalement des choses qui arrivaient un petit peu, qui ne se passent pas comme prévu, mais voilà, tu peux te dire que tu avais essayé de faire des choses. Après, tu as l'autre façon de voir les choses, en mode, bah, on a les mêmes problèmes. Les autres équipes se sont adaptées et ont fait des choses un peu pour nous «embêter» entre guillemets, Denver, Houston, qui vous voulez, et du coup, là, on est inquiet parce qu'on a les mêmes problèmes. On n'a pas vraiment renforcé en soi à part Mitchell, et les équipes sont renforcées. Dans ce cas-là, ben, si tu réfléchis comme ça, effectivement, peut-être que tu veux changer des choses. Mais c'est encore une fois beaucoup trop tôt. Il faut pas, voilà, appuyer sur le bouton de panique dès maintenant. Des séries comme ça, en fait, je pense que globalement toutes les équipes en ont. C'est juste que nous, on n'est pas habitués et parce que ça n'arrivait pas ou ça n'arrivait parce que tu avais, voilà, encore une fois, dans le dernier épisode, j'ai dit: «On perd jamais 2 matchs d'affilée». Je faudrait que je regarde depuis quand c'est pas arrivé. Ça fait longtemps. Bah, peut-être en playoff, d'ailleurs? Non, 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 on n'a pas perdu de Même match pas? d'affilée en playoff. Ah non, même Non, pas, d'ailleurs, oui. non, Mais ça fait c'est très longtemps. début de saison dernière, je pense. Donc c'est des choses qu'on n'est plus habitué, les joueurs non plus d'ailleurs, donc il faudra aussi qu'ils sortent de ça. Dane Holt aussi, qui trouve des nouvelles solutions, de nouvelles choses. Tu as cette fatigue du champion aussi, je mets pas tout sur le dos de ça, mais voilà, il y a pas mal de facteurs quand même qui peuvent expliquer ça. Mais après le facteur premier, c'est que les Spurs pour l'instant sont meilleurs. Encore une fois, on le redit et ça, on n'a aucun mal à l'avouer. Hem, peut-être, ouais, pour finir, Amaury, est-ce que tu es, du coup, de ce que j'ai compris, tu es pas vraiment inquiet pour la première place? Parce Non, que là, non, non. on a mis le débat du record, on en est au débat première place. Ouais, non, je suis pas inquiet pour l'instant parce que, on le voit, les Lakers, je vais parler des Spurs après, mais les Lakers, les Rockets et quelle équipe j'oublie? Bref, Les et les Nuggets Nuggets, qui ont pardon. encore Oui, merci. perdu, Cam Johnson en Les plus, donc Exactement, qui ont perdu Cam Johnson, qui ont pas, Aaron Gordon et Christian Brown. Au-delà de ça, c'est des équipes qui perdent des matchs, on l'a vu là, le soir où on perd contre les Spurs, là, il y a 2 jours, qui ont toutes perdu contre des équipes qui sont pas forcément, des équipes contenders. Des équipes que nous, on bat tout le temps, cette année, en tout cas. Donc ça, c'est important pour le classement de saison régulière, c'est de battre ces équipes-là et on est quand même une équipe qui est très régulière à ce niveau-là. Donc déjà, ça va t'apporter, un lot de 40, entre 40 et 50 victoires et derrière sur les gros matchs, bon, on perd 3 fois les Spurs, on les rejoue 2 fois d'ailleurs, on les joue 5 fois cette saison puisqu'on les a joués en NBA Cup. super. Heu, c'est ça, ça va être aussi un challenge, je crois que c'est 13 janvier la prochaine fois. Mais donc à ce niveau-là, on verra. Mais les seuls autres matchs qu'on a perdus, c'est Minnesota dans le clutch. Un match pour moi, qu'on doit gagner, où on est meilleur, mais on gère très, très, très mal le clutch. Notamment, on perd un ballon très bête à +2, bon, on prend le 3 points d'Edwards juste après et sinon, on n'a rien perdu. Donc faut aussi se rappeler Portland que est en 2e ligne oui, back-to-back sans, la c'est moitié de ça. l'équipe. Portland en atterrissant à 3 heures du matin là-bas et en jouant à 18 heures Mmh. le soir, et sans la moitié de l'équipe et en menant de 20 points dans le premier quart-temps. Donc c'est quand même, enfin, ça reste, des défaites qui sont, uniques et rares
pour cette équipe-là et qui, normalement, peuvent te permettre d'avoir une saison de 1er de la conférence Ouest. Et juste pour, je te laisserai répondre après. Pour, rappeler quelque chose, j'ai lu un tweet en fin de match qui disait Sam Presti, il y a 2 ans, il a dit, «Chaque équipe NBA, chaque saison, elle a 2 moments dans la saison où le ciel va tomber sur sa tête». «The sky is falling», il se dit en anglais. Où en gros, le ciel tombe sur sa tête et là, bah, c'est un moment où le ciel tombe sur notre tête, mais c'est normal et ça arrive à toutes les équipes, tu l'as très bien dit. Et nous, tomber sur notre tête, c'est, perdre 3 fois contre les Spurs et malgré tout, on est toujours 1er de l'Ouest, on est toujours en 26-5. Donc aux joueurs et à Marc Daigneault de nous montrer que, bah, ça reste un passage, ça reste une équipe qui nous embête vraiment, mais que le reste des 28 autres équipes, on est supérieur à eux. Et si on l'est, on sera 1er de l'Ouest. Bah, là, de toute façon, je regarde le calendrier. 14 janvier ou 13 janvier là-bas, on rejoue les Spurs. 2 jours Ouais, après, tu joues les Rockets. Bah, c'est bon, t'as ton échéance où, ben, tu 2 semaines pour te remettre d'aplomb et un peu plus de 2 semaines pour te remettre d'aplomb et arriver avec un autre visage face à ces c'est équipes-là. ça. Parce qu'avant, t'as les bonnes équipes de l'Est, entre guillemets, hein, encore une fois, hein. Tu les Sixers, voilà, t'as les Warriors, les Mmh. Suns, ils sont pas si mal, mais t'as les Hornets, t'as le Jazz, t'as les Grizzlies. Bon, Ouais, tu de quoi te remettre d'aplomb en confiance, donc il faut que tu arrives prêt. Et puis encore une fois, je trouve que on oublie aussi que la NBA, c'est quand même, ou même le sport ou le basket, ce que vous voulez, il y a un truc de momentum et de forme du moment. Indiana, l'année dernière, c'est pas la meilleure équipe à l'Est au début. Par contre, ils montent en puissance toute la deuxième partie de saison. Et en fait, quand ils arrivent en playoff, ben, personne les met vraiment favoris, mais en fait, ils sont en pleine bourre. Ils sont en pleine forme, ils sont sur confiance, et cetera. Là encore, je revois un peu ce que tu as dit, je préfère perdre 3 matchs là. Par contre, arriver en avril, tout le monde en pleine confiance, tout le monde en forme, tout le monde physiquement au max, et cetera. C'est juste là l'objectif maintenant. Donc, voilà. mmh, C'est clairement. c'est vers ça qu'on doit tendre. C'est ce que disent les joueurs régulièrement: «On doit progresser, nanani nanana». Bon, c'est des beaux discours. En fait, l'objectif, il est là. Alors après, si effectivement ça se passe, moyennement bien là sur les prochains matchs, et cetera, et que vraiment la question d'un trade, arrive, dites-vous enfin, nous, quand on sera en mode faut trader, Sam Presti ne le sera pas du tout. Enfin, voilà, encore une Ouais, fois, on en revient au même point. bien sûr. Donc, et puis il a 4 temps d'avance sur nous et nous, enfin, voilà, il sait, il croit en son roster aussi, je pense, et cetera. Donc, voilà, je pense qu'il faut pas espérer un grand changement, d'ici la fin de saison. Ouais. Voilà. Amaury, je vais te laisser dans le noir et dans le manque de courant. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient présents là pour ce petit live après le match de Noël. Un live un peu plus négatif. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un truc aussi négatif. Bon, il y avait des Ouais. débriefs de matchs de playoff qui étaient un peu salés des fois, mais un truc un peu global où on revient sur pas mal de défaites, c'est plutôt rare. Donc n'hésitez pas à vous abonner partout encore une fois, à vous aussi laisser votre avis en commentaire si vous n'avez pas pu le faire pendant l'épisode. Et puis, ben, profitez bien des fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, parce qu'il y a encore Noël là quand on enregistre. Bah, plus maintenant, ça y est, c'est passé minuit, mais joyeux Noël quand même. Et puis profitez bien, et puis on se retrouve très vite, dès lundi, comme je l'ai dit, pour le Thunder Quiz. Donc soyez là, soyez là. Et puis salut tout le monde. À bientôt, salut tout le monde.